Je m'appelle Margaret Thornton. Mes amis m'appellent Maggie. J'ai 73 ans et j'ai passé 50 ans à construire des gratte-ciel à Chicago. Je sais comment couler du béton pour qu'il dure 100 ans. Je sais comment repérer une fissure dans les fondations avant que tout le bâtiment ne s'effondre. Je n'aurais jamais pensé que la fissure dans mes fondations serait mon propre fils. C'était le soir de Thanksgiving à Lake Forest, Illinois. Le vent dehors hurlait depuis le lac Michigan, faisant chuter la température à moins 15 degrés Celsius. Mais à l'intérieur de la vaste demeure de style géorgien, l'air était étouffant. J'étais assise en bout de la table en acajou, une table que j'avais commandée à un artisan en Pologne il y a 20 ans. C'était une pièce d'histoire. Ma belle-fille, Vanessa, l'avait recouverte d'un chemin de table à paillettes bon marché parce qu'elle disait que le bois avait l'air trop démodé. Vanessa avait 35 ans et se décrivait comme une influenceuse lifestyle, ce qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait qu'elle prenait des photos de nourriture qu'elle ne cuisinait pas et portait des vêtements qu'elle ne payait pas. Elle tenait actuellement son téléphone en l'air, cherchant l'éclairage parfait pour sa story Instagram. « Pousse-toi, Maggie », sifflait-elle sans me regarder. « Tu gâches l'esthétique. » Elle ne m'appelait plus maman ou Madame Thornton, juste Maggie, comme si j'étais l'employé de maison. J'ai déplacé ma chaise. Le bois lourd a raclé bruyamment contre le sol, résonnant dans la salle à manger comme une plainte. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. La dinde était sèche. La farce était du commerce. Pour un repas censé être sur la gratitude, la pièce était remplie d'un sentiment écrasant de dû. Mon fils Derek était assis à ma droite. Il avait 40 ans, portait un pull en cachemire qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il faisait défiler son téléphone, vérifiant probablement les « j'aime » sur la publication de Vanessa. Derek était directeur des ventes dans une entreprise de logistique de taille moyenne, un poste qu'il croyait avoir obtenu grâce à son charisme et à son sens des affaires. Il n'avait aucune idée que je possédais 40% de l'entreprise et que son salaire était essentiellement mes dividendes reconditionnés pour qu'il ne se sente pas comme un cas de charité. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti en m'attendant à un message de vœux d'un vieil ami. Au lieu de cela, c'était une alerte de fraude d'American Express. Un débit de $45 000 venait d'être validé. Le nom du marchand était vaguement indiqué comme « Elite Lifestyle Consulting ». Je connaissais ce nom. C'était un marchand paravent utilisé par un spa et une boutique haut de gamme du centre-ville pour masquer des achats extravagants à des maris curieux. Ou dans ce cas, à des belles-mères curieuses qui payaient réellement les factures. J'ai senti une veine pulser à ma tempe. $45 000 en un mois. C'était plus que ce que j'avais gagné au cours de mes 3 premières années dans la construction. J'ai regardé Derek. Il se versait un verre de Cabernet millésimé, une bouteille de ma collection privée que je gardais pour mon 75e anniversaire. Il n'a même pas demandé. Il l'a juste prise. Je me suis raclé la gorge. Le son était rauque, comme du gravier. Derek, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Je vois un débit ici sur la carte noire. $45 000. Peux-tu m'expliquer pourquoi tes frais de consultation ressemblent étrangement à une virée shopping sur le Magnifi Smile? Le cliquetis découvert a cessé. La pièce est devenue silencieuse. Vanessa a baissé son téléphone, son anneau lumineux reflétant l'agacement dans ses yeux. « Oh mon Dieu, on va vraiment faire ça maintenant » gémit-elle en jetant sa serviette sur la table. « C'est Thanksgiving, Maggie. Peux-tu juste ne pas être une avare pour une nuit? C'est embarrassant. » Je l'ai ignoré et j'ai gardé les yeux sur mon fils. « Je t'ai posé une question, Derek. Tu m'as dit que tu avais besoin de cette carte pour des réparations d'urgence à la maison. Depuis quand un sac à main est-il une urgence? » Derek a claqué son verre de vin. Le liquide rouge a débordé, tachant la nappe blanche comme du sang. « Maman, arrête. Arrête, c'est tout. » Sa voix montait. « Tu surveilles toujours, tu comptes toujours chaque centime. C'est épuisant. Tu as des millions qui dorment à la banque sans rien faire, littéralement en train de pourrir sur des comptes. Nous essayons de construire une vie ici. Nous construisons une marque. Vanessa doit maintenir une certaine image pour sa carrière. » Il s'est penché en avant, le visage empourpré par le vin et une vie entière à se faire dire oui. « Tu ne comprendrais pas parce que tu penses encore comme une pauvre entrepreneuse immigrée. » Les mots sont restés en suspens entre nous. Je comprenais beaucoup de choses. Je comprenais que je regardais un homme qui n'avait jamais eu de callosité aux mains de sa vie.
Je comprenais que j'avais créé un monstre en essayant de lui donner l'enfance que je n'avais jamais eue. Je me suis levé lentement. Mes genoux ont craqué, un rappel des années que j'avais passées à porter du bois et à poser des briques. Je coupe la carte, Derek, et j'audite la dernière année de dépenses. Ça s'arrête ce soir. C'est à ce moment-là que l'atmosphère est passée de tendue à dangereuse. Derek s'est levé aussi. Il était plus grand que moi maintenant, plus mou, mais plus grand. Son visage était rouge, non seulement de vin, mais de quelque chose de plus sombre. Une rage qui couvait depuis des années. « Tu sais quel est ton problème, maman » a-t-il crié, crachant les mots comme du venin. « Tu penses que l'argent fait de toi une reine ? Tu penses que parce que tu as signé le chèque, tu nous possèdes ?» Il a fait un pas de plus. Je pouvais sentir le vin cher sur son haleine. « Eh bien, devine quoi ? Ce n'est pas le cas. Tu n'es qu'une vieille femme triste et seule qui s'accroche à son portefeuille parce que c'est la seule chose qui te fait te sentir pertinente. » Je suis restée là, silencieuse, laissant ces mots flotter dans l'air, les laissant me couper. « Tu es un fardeau » a continué Derek, sa voix montant jusqu'à un cri qui a résonné contre les hauts plafonds. « Tu viens ici, tu te plains de la nourriture, tu te plains de l'argent, tu te plains de notre façon de vivre. Tu es un nuage noir sur cette famille. » Il a pointé son doigt sur moi comme une arme. « Si tu disparaissais demain, tu ne manquerais à personne. Personne. Tu n'es qu'un fantôme qui hante cette maison. Tu es un GAB ambulant, et franchement, les frais de service deviennent trop élevés. » J'ai regardé Vanessa. Elle gloussait, un son cruel et aigu qui a traversé la pièce. Elle a regardé son mari avec admiration, comme s'il venait de tuer un dragon au lieu d'insulter la femme qui payait pour le toit au-dessus de leur tête. J'ai regardé autour de la pièce, le lustre que j'avais acheté, les tableaux que j'avais sélectionnés, les murs que j'avais fait peindre. Tout ici était à moi, et pourtant j'étais l'intruse. J'ai regardé la dinde dans mon assiette une dernière fois. J'ai pris ma serviette en lin, je l'ai pliée soigneusement en un carré parfait et je l'ai placée à côté des couverts. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas énuméré les sacrifices que j'avais faits, les journées de 18 heures, les anniversaires manqués, les doigts gelés sur les chantiers de construction en février. Ça ne servait à rien. Ils étaient sourds à la réalité. Je me suis simplement retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. « Où vas-tu, vieille femme » a crié Derek derrière moi, sa voix résonnant dans le hall en marbre. « Tu vas pleurer dans ton camion ? Vas-y, pars. Mais ne t'attends pas à ce que j'appelle pour te supplier de revenir. Nous allons profiter du reste de cette soirée sans ta négativité. » J'ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne. Le vent du lac m'a frappé comme un coup physique, mordant à travers ma fine blouse. Il faisait glacial, un froid mortel. Mon lourd manteau de laine était dans le placard de l'entrée. Mon écharpe et mes gants étaient sur la table d'entrée. Je ne me suis pas arrêté pour les prendre. Si je revenais en arrière maintenant, si j'hésitais ne serait-ce qu'une seconde, je pourrais perdre la détermination qui se durcissait dans ma poitrine comme du béton prenant en hiver. Je suis sorti dans la nuit. Le gravier de l'allée crissait sous mes chaussures de ville. Je suis passé devant le Porsche Cayenne de Derek, devant le Range Rover de Vanessa, tous deux loués au nom de mon entreprise. Je me suis dirigé vers le bout de l'allée où mon Ford F-150 de 2015 était garé. C'était la seule chose que je possédais qu'il méprisait. Il disait que c'était une horreur. Il me demandait de le garer dans la rue pour que les voisins ne le voient pas. Je suis monté dans le siège du conducteur. Le cuir était glacial. Le moteur a gémi lorsque j'ai tourné la clé, luttant contre le froid avant de rugir. Je suis resté assis un moment, regardant la lueur chaude des fenêtres de la maison. Je pouvais voir leur silhouette bouger dans la salle à manger. Ils versaient plus de vin. Ils riaient. Ils célébraient leur victoire. Ils pensaient que ce n'était qu'une autre dispute. Ils pensaient que je ferais le tour du pâté de maison, que je me calmerais et que je reviendrais demain avec mon chéquier ouvert, prêt à m'excuser d'avoir gâché leur humeur. Ils pensaient que j'étais piégé par mon amour pour eux. Ils avaient tort. J'ai mis le camion en marche et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Mes mains tremblaient, agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Ce n'était pas à cause du froid. C'était à cause d'une rage si pure et si froide qu'elle ressemblait à de la clarté. Je me suis dirigé vers l'autoroute et, alors que le manoir disparaissait derrière moi, j'ai sorti mon téléphone de ma poche.
J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro. C'était le soir de Thanksgiving, mais je savais qu'elle répondrait. Catherine Sterling, mon avocate. C'était un requin en tailleur Chanel, une femme à qui j'avais confié ma vie pendant 30 ans. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Maggie, est-ce que tout va bien? Non, Catherine, ai-je dit, ma voix ferme comme de l'acier. C'est l'heure. L'heure de quoi, Maggie? Lancer le protocole Oméga. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne, un silence lourd qui en disait long. Nous avions rédigé le protocole Oméga il y a 5 ans, après le décès de mon mari. C'était une option nucléaire, un plan d'urgence conçu pour le pire des scénarios, où j'aurais besoin de liquider et de couper les ponts immédiatement. Nous en plaisantions, l'appelant le « bouton de fin du monde ». Maggie, es-tu sûre? A demandé Catherine, sa voix perdant son ton professionnel. Une fois que je lance ça, il n'y a pas de retour en arrière. Les actifs seront gelés. Les cartes seront annulées. Les codes d'accès seront effacés. C'est la politique de la terre brûlée. J'ai regardé la route devant moi, éclairée par mes phares fendant l'obscurité. J'ai pensé au débit de 45 000 $. J'ai pensé au rire à table. J'ai pensé à mon fils me disant que j'étais un fantôme. J'en suis sûr, ai-je dit. Coupez tout. Les cartes de crédit, les comptes en banque, les prélèvements automatiques des services publics, l'accès à l'entreprise, tout de suite. Je veux qu'il se réveille demain dans un monde où je n'existe pas, considérez que c'est fait, a dit Catherine. Je pouvais l'entendre bouger, ouvrant déjà son ordinateur portable. Où serez-vous? Je m'enregistre au Ritz-Carlton du centre-ville. Réservez-moi la suite Penthouse. Et Catherine, engagez une sécurité privée. Je ne veux que personne ne sache que je suis là. Compris. J'appelle la banque maintenant. Au revoir, Maggie. J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Je me suis engagé sur l'autoroute, en direction de la silhouette de Chicago qui brillait au loin contre le ciel noir de novembre. J'ai allumé la radio, laissant le rock classique noyer le silence. Mon fils voulait que je disparaisse. Il voulait un monde où il serait l'homme de la maison, où son succès serait le sien, où je ne serais qu'un souvenir prenant la poussière. Eh bien, Derek, pensais-je, tu es sur le point de découvrir exactement combien il en coûte d'être un homme. Tu voulais que je parte, je suis parti, et j'emporte chaque dollar avec moi. 3 jours de silence, c'est long quand on est habitué au bruit. Pendant 3 jours, je suis resté dans la suite Penthouse du Ritz-Carlton, à regarder la neige tomber sur Chicago. J'ai commandé le service en chambre, filet mignon, bisque de homard, des bouteilles de vin que je ne m'étais jamais permis de savourer auparavant parce que j'économisais toujours de l'argent pour l'avenir de Derek. J'ai dormi dans un lit qui ne ressemblait pas à un cercueil. J'ai regardé des films. J'ai lu des livres. Et je les ai observés. J'avais installé le système de sécurité dans la maison de Lake Forest moi-même il y a 5 ans. C'était le NEC Plus Ultra, des caméras haute définition dans les parties communes, des capteurs de mouvement sur les fenêtres et un flux direct auquel je pouvais accéder depuis mon iPad. Les 2 premiers jours, ils étaient confus, mais arrogants. Je les ai regardés sur l'écran. Ils faisaient les 100 pas dans le salon. Ils vérifiaient l'allée, attendant que mon camion réapparaisse. Ils pensaient que je séjournais dans un motel au bord de la route, pour me calmer. Ils pensaient que je les punissais par mon absence, mais que je reviendrais dès que je me sentirais seul. Ils ont mangé les restes de Thanksgiving. Ils ont bu le vin que j'avais laissé. Ils ont ri de ma crise de colère. Mais aujourd'hui, c'était lundi. Lundi signifiait la réalité, et la réalité coûte cher. Je me suis assise dans le fauteuil en velours près de la fenêtre, l'iPad posé sur mes genoux. Je ne regardais plus le flux de la maison. Je regardais les alertes de transactions sur mon application bancaire, ou plutôt, les alertes de refus. Ça a commencé à 11 h du matin. Vanessa a décidé qu'elle avait besoin d'une thérapie par le shopping pour faire face au stress de sa belle-mère qui avait claqué la porte. Elle a pris le Range Rover jusqu'au Magnificent Mile, le principal quartier commerçant de Chicago. Je savais exactement où elle allait. Chanel. C'était son sanctuaire. J'imaginais la scène aussi clairement que si j'étais à côté d'elle. Elle entrerait, le menton haut, ses lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête, s'attendant à ce que le personnel la flatte. Elle était une cliente VIP, après tout. Ou du moins,
Elle était une cliente VIP quand je payais la facture. J'ai vu l'alerte apparaître sur mon écran. Tentative de paiement, 12 400 $. Marchand, boutique Chanel. Statut, refusé. Raison, carte signalée comme volée. J'ai pris une gorgée de mon vin. Un Bordeaux 2010, doux et lourd. J'ai savouré le goût tout en imaginant ce qui se passait à l'intérieur de ce magasin. Vanessa serait confuse au début. Elle rirait de ce petit rire nerveux qu'elle avait quand les choses n'allaient pas dans son sens. Elle dirait au vendeur de réessayer. Ce doit être une erreur de puce, dirait-elle en tapotant ses ongles manucurés sur le comptoir en verre. L'associé essaierait à nouveau. Refusé. Code 10. C'est le code qui dit aux marchands d'appeler la banque. Et la banque leur dirait de confisquer la carte. Je pouvais le voir dans mon esprit. L'agent de sécurité s'avançant, un homme grand en costume sombre. Il demanderait la carte, poliment mais fermement. Vanessa protesterait. Elle élèverait la voix. Elle dirait, « Savez-vous qui je suis ?» Elle crierait que sa belle-mère était Margaret Thornton, une femme d'affaires prospère. Mais le garde s'en ficherait. Il prendrait cette carte en titane noir, le symbole de son statut, la clé de sa fausse vie, et il prendrait une paire de gros ciseaux derrière le comptoir. Coup de ciseaux. Juste comme ça, elle n'était plus personne. Elle serait là, debout, entourée des choses qu'elle convoitait, avec les yeux des autres acheteurs lui brûlant le dos. L'humiliation serait absolue. Elle devrait sortir de ce magasin les mains vides. Pas de sac, pas de reçu, juste la honte brûlante du rejet devant l'élite de Chicago. Elle appellerait Derek immédiatement. J'ai vu l'appel passer sur les journaux d'appel auxquels j'avais accès via le forfait familial que je payais. Elle crierait, pleurerait, exigerait qu'il arrange ça. Elle lui dirait de m'appeler. Mais elle ne savait pas que Derek passait une mauvaise matinée, lui aussi. J'ai changé la vue sur mon iPad pour le traceur GPS de la Porsche. La technologie est merveilleuse quand c'est vous qui avez configuré tous les comptes. Derek était à une station-service Shell près de l'autoroute. Le réservoir était vide. Il le laissait toujours se vider car il supposait qu'il pouvait simplement le remplir sans y penser. J'ai vu la tentative de transaction. Tentative de paiement, 98 $. Carburant premium. Statut, refusé. Derek était debout à la pompe, le vent froid fouettant son manteau cher. Le pistolet ne distribuerait pas. L'écran afficherait ce message haineux, voir le caissier. Il devrait entrer. Il devrait faire la queue derrière des gens achetant des billets de loterie et des cigarettes. Il devrait faire face au caissier, un jeune fatigué au salaire minimum, et expliquer que sa carte ne fonctionnait pas. Il essaierait une autre carte. La Visa, refusée. La Mastercard, refusée. Je les avais toutes gelées. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé mon fils, un homme qui se targuait de son image. Il conduisait une Porsche. Il portait des costumes italiens. Il agissait comme s'il possédait la ville. Et maintenant, il se tapotait les poches, cherchant de la monnaie comme un homme désespéré. Il trouverait peut-être un billet de 20 dans son portefeuille. Peut-être quelques pièces dans la boîte à gants. Il devrait compter des billets froissés sur le comptoir pendant que les gens derrière lui soupiraient et regardaient leur montre. Il devrait retourner à sa voiture à 100 000 $ et mettre 23 $ d'essence. Juste assez pour rentrer chez lui. Juste assez pour s'enfuir. Mon téléphone sur la table a commencé à vibrer. C'était Derek. Je l'ai laissé sonner. Il s'est arrêté. Puis il a recommencé immédiatement. Deuxième appel. Troisième appel. Quatrième. J'ai regardé l'écran s'allumer avec son nom, encore et encore. Mon fils, le garçon que j'avais porté sur mes épaules. Le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. L'homme qui m'avait dit que j'étais un fantôme. Il appelait le fantôme maintenant. Il suppliait le fantôme de répondre. Au 10e appel, j'ai senti une pointe de cette vieille instinct. L'instinct de protéger. L'instinct de décrocher et de dire, c'est bon, mon fils. Je vais arranger ça. Je vais transférer l'argent. Rentre à la maison. C'était une mémoire musculaire construite sur 40 ans de maternité. Mais ensuite, je me suis souvenu de sa voix à table. Si tu disparaissais demain, tu ne manquerais à personne. J'ai versé un autre verre de vin. J'ai laissé le téléphone sonner. 15 appels.
20 appels. Il paniquait maintenant. Il réalisait que ce n'était pas un problème technique. C'était un siège. J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon. J'ai pensé au poste de Derek, directeur des ventes. Il adorait ce titre. Il l'avait fait imprimer sur des cartes de visite épaisses avec un gaufrage doré. Il adorait dire aux gens lors des fêtes ce qu'il faisait. Il adorait le respect que cela lui valait. Il ne s'est jamais demandé pourquoi il avait ce poste. Il ne s'est jamais demandé pourquoi une entreprise de logistique de taille moyenne embaucherait un homme avec un diplôme médiocre et aucun antécédent prouvé pour un poste aussi élevé. Il n'a jamais remis en question pourquoi son salaire était le double de la moyenne de l'industrie. Il ne savait pas que j'étais l'actionnaire majoritaire. Il ne savait pas que j'avais établi un partenariat silencieux avec le PDG il y a 15 ans, spécifiquement pour lui créer un point de chute. J'avais construit une nurserie pour lui à l'intérieur d'une société. Son salaire n'était pas un paiement pour son travail. C'était une allocation. C'étaient mes dividendes acheminés par un service de paix pour qu'il puisse se sentir comme un grand homme. Il n'avait jamais conclu une affaire majeure de sa vie. Les clients qu'il gérait étaient mes anciens contacts, des gens qui faisaient affaire avec lui par faveur pour moi. Il allait à des réunions. Il payait le déjeuner. Il jouait au golf. Et il pensait que c'était du travail. Il pensait que c'était le succès. Il jouait à la dinette dans un manoir que j'avais acheté, conduisant une voiture que j'avais louée, travaillant à un poste que j'avais créé. C'était une poupée de papier vivant dans un monde de papier. Et je venais de craquer une allumette. 30 appels. Le téléphone a finalement cessé de vibrer. Le silence dans la chambre d'hôtel était lourd, mais il était propre. C'était le silence de la vérité. J'ai repris l'iPad. J'ai ouvert le portail bancaire. J'avais une dernière surprise pour lui aujourd'hui. Un petit retour à la réalité pour terminer son après-midi. Le compte courant qu'il partageait avec Vanessa était configuré avec une protection de découvert substantielle. Je l'avais personnellement garanti pendant des années. Chaque fois qu'il dépensait plus qu'il n'avait, ce qui arrivait chaque mois, la banque couvrait automatiquement, puisant sur ma ligne de crédit. Il ne s'en rendait même jamais compte. Ils glissaient et glissaient leurs cartes, supposant que le puits était sans fond. Ce matin, j'avais retiré la protection. Et puis j'avais demandé à la banque de réclamer le paiement de la dette. J'ai tapoté l'écran et envoyé la notification. Quelque part dans cette Porsche, rentrant à la maison avec 23 $ d'essence, le téléphone de Derek sonnerait. Il le sortirait en s'attendant à un texto de ma part, à des excuses, à un sauvetage. Au lieu de cela, il verrait un email de la banque. Objet, action immédiate requise. Compte à découvert. Il l'ouvrirait. Il verrait les chiffres en rouge. Ils avaient dépensé 80 000 $ de plus que ce qu'il y avait sur le compte ce mois-ci seulement. La rénovation de la salle de bain des invités. L'acompte pour les vacances à Aspen. Les nouveaux meubles pour le patio. L'email serait poli mais ferme. Vous êtes à découvert de 80 412 $. Veuillez effectuer le paiement dans les 24 heures pour éviter d'autres mesures et d'éventuelles conséquences juridiques. 80 000 $. Il n'avait pas 80 000 $. Il n'en avait même pas 80. J'ai pris une autre gorgée de vin. Le soleil se couchait sur la ville, projetant de longues ombres sur le lac gelé. Le jeu avait officiellement commencé. Il avait voulu que je disparaisse. J'avais exaucé son vœu. Mais il avait oublié que lorsque le soleil disparaît, il fait très froid et très sombre. J'ai regardé le flux de sécurité sur l'iPad. La Porsche est entrée dans l'allée. Derek est sorti. Il a claqué la portière. Il avait l'air débraillé. Il avait l'air terrifié. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et a tâtonné avec ses clés. Il ne le savait pas encore, mais ses clés allaient bientôt devenir inutiles, elles aussi. Je l'ai regardé entrer dans la maison qu'il pensait être la sienne. Je l'ai regardé allumer les lumières qu'il pensait payer. J'ai levé mon verre à l'écran. Bienvenue dans le monde réel, mon fils. J'espère que tu y survivras. Le lundi matin est arrivé avec la lumière grise et brutale d'un hiver à Chicago. De mon point de vue dans la suite pentouse, j'ai regardé la ville en contrebas se réveiller. Les rues étaient embouteillées par des gens se précipitant vers des emplois qu'ils détestaient pour payer des vies qu'ils pouvaient à peine se permettre. J'ai bu mon café noir et j'ai tourné mon attention vers l'iPad posé sur la table.
J'étais passé du flux de mon système de sécurité domestique à un lien de serveur privé que j'avais établi il y a des années avec la direction de l'immeuble de JNL Logistique, l'entreprise où Derek travaillait. Ou plutôt, où Derek travaillait autrefois. Je ne regardais pas seulement mon fils. Je regardais la démolition d'un fantasme. Derek a garé sa Porsche sur le parking des cadres à 8h45. Il était en retard. Il était toujours en retard. Il croyait que la ponctualité était pour les subalternes et que sa présence était un cadeau qui commençait la journée de travail dès son arrivée. Je pouvais voir le stress dans sa posture, même depuis l'angle granuleux de la caméra. Il portait son costume bleu marine préféré, celui qui coûtait $3000, mais il avait l'air débraillé. C'était un homme qui fonctionnait sur la réserve, littéralement, étant donné qu'il avait mis $23 d'essence la veille. Il est entré dans le hall avec cette arrogance familière, celle qu'il utilisait pour masquer ses insécurités. Il s'est approché des tourniquets et a sorti son badge de sécurité. Il l'a tapoté contre le lecteur d'un geste désinvolte du poignet, s'attendant au bip satisfaisant et à la lumière verte qu'il avait accueillie pendant 15 ans. Buzz. Lumière rouge. Accès refusé. Il a froncé les sourcils. Il l'a tapoté à nouveau, plus fort cette fois. Buzz. Accès refusé. Je l'ai vu regarder autour de lui, agacé. Il pensait probablement que c'était une erreur système, un pépin dans la matrice de sa vie parfaite. Il s'est dirigé vers le bureau de la sécurité. Le garde de service était un homme nommé Samedi. J'avais embauché Sam moi-même il y a 10 ans, alors qu'il était dans une mauvaise passe. Sam était loyal envers le bâtiment, et il savait exactement qui signait les vrais chèques. J'ai regardé Derek faire un geste vers le tourniquet. Je ne pouvais pas entendre l'audio, mais je pouvais lire son langage corporel. Il exigeait d'être laissé entrer. Il se pointait du doigt, utilisant la carte du « Savez-vous qui je suis ?» Sam n'a pas bronché. Il n'a pas appuyé sur le bouton de dérogation. Au lieu de cela, il a attrapé sous le bureau une boîte en carton de taille moyenne. La boîte, le symbole universel de la mort en entreprise. Derek l'a fixée. Il a reculé d'un pas comme si la boîte était une bombe. Il criait maintenant. Son visage prenait cette couleur rouge marbrée qu'il avait héritée du côté paternel de sa famille. Il faisait une scène dans le hall d'une entreprise où il se croyait un prince. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Judith est sortie. Judith était la directrice des RH, une femme d'acier qui avait survécu à 3 fusions et une prise de contrôle hostile. Elle était aussi l'une des rares personnes à connaître la vérité sur l'emploi de Derek. J'ai zoomé sur le flux de la caméra. Judith s'est dirigée droit sur lui. Elle ne lui a pas tendu la main. Elle n'a pas souri. Elle tenait une enveloppe manie dans une main et pointait la boîte de l'autre. Derek agitait les bras. Je pouvais imaginer les mots qui sortaient de sa bouche. Je suis le directeur des ventes. Je suis un des meilleurs éléments. Mes chiffres sont incroyables. Vous ne pouvez pas faire ça. Ma mère poursuivra tout cet immeuble en justice. Judith a attendu qu'il soit à bout de souffle. Elle était patiente. Puis elle lui a tendu l'enveloppe. Il l'a déchirée. Il a parcouru le papier. Ses mains ont commencé à trembler. Le document qu'il lisait était une simple divulgation de la structure du capital. Pendant 15 ans, Derek a cru qu'il avait été embauché parce qu'il était un génie. Il a cru que son salaire de $250 000 était le reflet de sa valeur sur le marché. Il a cru que la voiture de fonction, le compte de dépenses et le bureau d'angle étaient des récompenses pour son talent. Il avait tort. Je possédais 40% des actions privilégiées de JNL Logistique. Je les avais achetées discrètement par l'intermédiaire d'une société écran il y a une décennie et demie, spécifiquement pour assurer à mon fils un point de chute après qu'il ait échoué dans 2 autres startups. Son salaire n'était pas une dépense de fonctionnement pour l'entreprise. C'était un versement de dividendes. Toutes les 2 semaines, l'entreprise prenait l'argent qui m'était dû en tant qu'actionnaire et le transférait sur sa fiche de paie. Je le payais pour jouer à l'homme d'affaires. Derek a levé les yeux du papier. Il a regardé Judith. Il a regardé la boîte. Judith a dit quelque chose. Je savais exactement quel était le script, car je l'avais écrit pour elle la veille. Elle lui a dit que les actions avaient été vendues. Ce matin-là, à 9 h, le transfert a été finalisé. J'avais liquidé ma position, et les nouveaux propriétaires majoritaires, une société de capital investissement de New York, étaient des réducteurs de coûts impitoyables.
Ils avaient audité le personnel et trouvé un directeur des ventes qui passait 4 jours par semaine sur le terrain de golf et dont la liste de clients se composait entièrement des vieux amis de sa mère. Ils n'avaient pas besoin d'une mascotte. Ils avaient besoin d'un gestionnaire. Derek a laissé tomber le papier. Il a flotté jusqu'au sol en marbre comme un oiseau blessé. Il a regardé autour du hall. Les réceptionnistes regardaient leur bureau. Le garde de sécurité regardait droit devant lui. Les gens qui passaient les tourniquets, les vrais travailleurs, le regardaient avec un mélange de pitié et d'indifférence. Il réalisait qu'il était nu. Il n'avait pas d'emploi, pas de revenus, pas d'assurance maladie, pas de statut. La Porsche à l'extérieur était une location d'entreprise, et sans son statut d'employé, l'ordre de saisie serait émis dans les 48 heures. Il a attrapé la boîte. Il n'a pas emballé son bureau. Judith l'avait fait pour lui. Une agrafeuse, un cadre photo, une tasse à café sur laquelle était écrit « Meilleur patron du monde » qu'il s'était acheté. C'était la somme totale de sa carrière. Il s'est retourné et est sorti du bâtiment. L'arrogance avait disparu. Il marchait comme un vieil homme, comme un homme portant le poids du monde sur ses épaules. Mais ce n'était pas le monde. C'était juste la vérité. Et la vérité est lourde quand on ne l'a jamais portée auparavant. J'ai rebasculé sur le traceur GPS de la Porsche. Il était assis sur le parking. Il est resté là pendant 20 minutes, fixant simplement le volant. Il essayait probablement de traiter l'impossible. Il attendait probablement que son téléphone sonne, attendant que j'appelle pour dire que tout cela n'était qu'une blague cruelle, un test qu'il avait réussi simplement en l'endurant. Mais mon téléphone est resté silencieux sur la table à côté de mon café froid. Je n'appelais pas. Finalement, le moteur a démarré. Il a quitté le parking, coupant imprudemment la route à un camion de livraison. Il conduisait vite, trop vite. Il se dirigeait vers le nord, de retour vers Lake Forest. J'ai regardé le point se déplacer sur la carte, et je savais exactement ce qu'il pensait. Il était en mode survie. Il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'une bouée de sauvetage. Il ne pouvait pas se présenter devant Vanessa les mains vides. Elle devait probablement encore crier à propos de sa carte de crédit coupée. Il devait ramener une victoire, quelque chose pour prouver qu'il était toujours le pourvoyeur, toujours l'homme. Il rentrait à la maison pour me voler. Je connaissais mon fils mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Il n'était pas créatif. Acculé, il revenait au chemin de la moindre résistance. Et le chemin de la moindre résistance menait directement à ma cave à vin. Je collectionnais du vin depuis 30 ans. La pièce climatisée au sous-sol de la maison de Lake Forest contenait des bouteilles valant plus que certaines voitures. Il y avait des caisses de Pétrus, des verticales de Screaming Eagle, des bouteilles de Romanée Conti que j'avais achetées aux enchères dans les années 90. C'était ma fierté, une collection construite non pas pour l'investissement, mais pour le pur plaisir de la conservation. Derek connaissait les codes. Il connaissait la valeur. Il s'était vanté de la cave auprès de ses amis, agissant comme s'il l'avait constituée lui-même. Il faisait le calcul dans sa tête en ce moment même alors qu'il se faufilait dans la circulation sur l'autoroute. S'il pouvait vendre juste 5 ou 6 bouteilles, il pourrait obtenir 20, peut-être 30 000 $ en espèces d'un rustleur ou d'un collectionneur louche. Cela couvrirait le découvert. Cela paierait les minimums. Cela lui achèterait un autre mois d'illusion. Il pensait être malin. Il pensait résoudre le problème. Il ne savait pas que la cave à vin était un piège. J'ai décroché le téléphone de l'hôtel et j'ai appelé la réception. J'ai demandé une nouvelle cafetière. J'avais un long après-midi devant moi. Sur l'écran, la Porsche filait sur la route côtière. Il était à 20 minutes. J'ai basculé le flux de la caméra vers le sous-sol. La caméra était cachée dans le boîtier du détecteur de fumée, me donnant une vue parfaite de la lourde porte en chêne et des rangées de casiers à l'intérieur. La cave était sombre et fraîche. L'humidificateur bourdonnait doucement dans le coin. C'était un sanctuaire. Dans 20 minutes, un homme désespéré avec une boîte en carton pleine de fournitures de bureau allait s'introduire dans ce sanctuaire. Il allait essayer de liquider mes souvenirs pour payer ses erreurs. J'ai regardé l'écran et j'ai attendu. Je me suis demandé s'il hésiterait. Je me suis demandé s'il ressentirait une pointe de culpabilité en attrapant les bouteilles que j'avais gardées pour des occasions spéciales, pour son mariage, pour la naissance de son enfant. Mais alors que je regardais le point sur la carte se rapprocher,
j'ai réalisé que je connaissais déjà la réponse. La culpabilité exige une conscience, et le désespoir dévore la conscience au petit déjeuner. Il est entré dans l'allée. Il ne s'est pas garé dans le garage. Il s'est garé juste devant la porte d'entrée, laissant le moteur tourner. Il a couru à l'intérieur, laissant la porte d'entrée grande ouverte, laissant l'air de l'hiver s'engouffrer dans la maison. Il était frénétique. Il a jeté sa veste de costume par terre. Il a dépassé la cuisine, le salon, et a ouvert en grand la porte des escaliers du sous-sol. J'ai changé de caméra, suivant sa descente. Il a dévalé les escaliers, sa cravate desserrée, ses cheveux en désordre. Il avait l'air d'un homme possédé. Il a atteint la porte de la cave et a tapé le code. Bip, 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 clic. La porte s'est déverrouillée. Je n'avais pas changé ce code. Je voulais qu'il entre. Je voulais qu'il ressente la victoire de l'accès avant le poids écrasant de la réalité. Il s'est précipité à l'intérieur. Il est allé directement à la section arrière, la section française où vivaient les bouteilles les plus chères. Il a attrapé une caisse. Il a commencé à retirer des bouteilles du casier, ses mains tremblant si fort qu'il a failli laisser tomber un Léoville Lascasse de 1982. Il marmonnait pour lui-même. Je pouvais l'entendre sur le flux audio. Juste quelques-unes. Juste quelques-unes. Elle ne remarquera rien. Elle ne descend jamais ici. Elle ne remarquera rien. Il avait tort. Je remarquais tout. Il a chargé 6 bouteilles dans la caisse. Il les a regardées, calculant leur valeur dans sa tête. Il a souri, un sourire maniaque et terrifié. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir trouvé la faille. Il s'est retourné pour partir, la caisse serrée contre sa poitrine comme un bébé. Il ne savait pas qu'au moment où il sortirait de cette cave avec ma propriété, il franchissait une ligne, passant de fil ingrat à criminel ordinaire. Il scellait son destin. Et il marchait droit dans la phase suivante de son éducation. Parce que le vin n'était que le début. La vraie gueule de bois était encore à venir. Derek est sorti en titubant par la porte d'entrée, la caisse de vin cliquetant dans ses bras comme des dents qui se déchaussent. Il s'est figé. L'allée n'était plus vide. On aurait dit qu'un cortège présidentiel s'était garé sur sa pelouse. 2 VUS noirs bloquaient la sortie, leur moteur tournant au ralenti avec un grondement bas et menaçant. Debout entre eux se trouvait un mur d'hommes que je connaissais très bien, Tony Rodriguez. Tony était le chef d'une entreprise de sécurité privée que j'avais utilisée pour des chantiers à haut risque dans les années 90. Il avait un cou aussi épais qu'un tronc d'arbre et un visage qui ne savait pas sourire. Derek a serré plus fort la caisse de vin. Il ressemblait à un cerf pris dans des phares attachés à un train de marchandises. Juste à ce moment-là, le Range Rover de Vanessa est arrivé en crissant dans l'allée derrière les VUS. Elle a klaxonné, sa frustration des cartes de crédit refusées se transformant en rage au volant. Elle est sortie de la voiture, claquant la portière si fort que le véhicule a tangué. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle crié, sa voix coupant l'air froid comme un couteau. « Pourquoi le code du portail ne fonctionne pas ? Pourquoi ces voitures sont-elles là ? Derek, dis-leur de bouger. » Derek n'a pas répondu. Il fixait Tony. Tony a fait un pas en avant et a tendu la main. Sa voix était calme, profonde et terrifiante. « C'est une propriété volée, Monsieur Thornton. Remettez-la. » Derek a regardé la caisse, puis Tony. Il a fait le calcul. Le calcul disait qu'il était dépassé par environ 50 kilos de muscles et une vie de mauvaise décision. Il a remis la caisse. Tony l'a passé à l'un de ses hommes, qui l'a soigneusement placé à l'arrière d'un VUS. 20 000 $ de vin partis en 10 secondes. Vanessa a monté les marches, ses talons claquant agressivement sur la pierre. Elle a essayé de pousser Derek pour entrer dans la maison. Elle a attrapé la poignée de la porte d'entrée. Verrouillée. Elle a tapé le code sur la serrure intelligente. Le clavier a clignoté en rouge. Refusé. Elle a réessayé, frénétique. Ouvre la porte, Derek. Ouvre cette foutue porte. Derek l'a regardé, le visage pâle comme la neige. Je ne peux pas, a-t-il murmuré. Je crois qu'elle a changé les codes. Avant que Vanessa ne puisse crier à nouveau, la portière arrière du second VUS s'est ouverte. Catherine Sterling est sortie. Elle était enveloppée dans un long manteau en cachemire, tenant un portefeuille en cuir. Elle ressemblait à un bourreau habillé par Prada.
Elle a remonté l'allée avec la grâce d'une femme qui sait qu'elle a toutes les cartes en main. Elle s'est arrêtée à 1,50 m de mon fils et de ma belle-fille. Elle n'a pas salué. Elle a simplement tendu une épaisse enveloppe vers Derek. Monsieur Thornton. Madame Thornton. Vous êtes assigné. Derek a fixé l'enveloppe comme si c'était un serpent. Qu'est-ce que c'est? C'est une ordonnance d'expulsion d'urgence, a dit Catherine, son souffle se condensant en buée dans l'air. Avec effet immédiat. Vanessa a ri, un son aigu et hystérique qui a résonné sur la façade en pierre. Expulsion? Vous ne pouvez pas nous expulser. Nous sommes propriétaires de cette maison. Mon mari est propriétaire de cette maison. Catherine s'est permis un petit sourire apitoyé. C'est une idée fausse courante, Madame Thornton. Si vous aviez pris la peine de lire l'acte de propriété ou les documents de la fiducie que vous avez signé il y a 3 ans, vous sauriez que c'est factuellement incorrect. Elle a ouvert un dossier et a brandi un document. Le papier flottait légèrement dans le vent. Cette propriété est le seul actif de la fiducie familiale Thornton, a expliqué Catherine, parlant lentement comme à des enfants. Margaret Thornton est la seule fiduciaire et constituante. Vous êtes simplement inscrit comme bénéficiaire avec un droit de résidence. Elle a tourné la page. Cependant, la clause 7b de l'accord de fiducie stipule clairement que le droit de résidence est conditionné au maintien par les bénéficiaires d'une relation de respect et de gratitude envers la constituante. C'est ce que nous appelons une clause de moralité. La voix de Catherine était implacable, comme de l'eau usant la pierre. Plus précisément, elle stipule que tout acte d'abus verbal, d'exploitation financière ou de dénigrement public de la constituante entraîne la résiliation immédiate des avantages. Derek avait l'air d'être sur le point de vomir. Il s'est souvenu du dîner. Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit. Si tu disparaissais demain, tu ne manquerais à personne. Catherine a continué, feuilletant les pages avec une efficacité rodée. Vos commentaires lors de ce dîner de Thanksgiving ont été enregistrés et attestés. Ils constituent une violation substantielle de la clause 7b. À compter de 12 heures aujourd'hui, la fiducie a révoqué votre droit de résidence. Vous êtes en situation d'intrusion. C'est de la folie, a balbutié Derek, retrouvant sa voix. C'est ma mère. Elle ne peut pas me mettre à la porte de ma propre maison pour une dispute. Elle le peut, et elle l'a fait. Maintenant, a dit Catherine en refermant le dossier d'un coup sec. Vous avez exactement 2 heures. 2 heures pourquoi, a demandé Vanessa, sa voix tremblant maintenant, la réalité commençant à percer sa colère. Pour retirer vos effets personnels, a dit Catherine en regardant sa montre. Tony et son équipe superviseront. Vous pouvez prendre des vêtements, des articles de toilette et des documents personnels. Rien d'autre. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés. Elle a regardé la maison, puis de nouveau Catherine. Et mes affaires? Mes meubles, mes œuvres d'art, mes sacs? Catherine l'a regardée avec des yeux de silex. Soyons clairs, Madame Thornton. La fiducie a payé les meubles. La fiducie a payé les œuvres d'art. La fiducie a payé les rénovations. Par conséquent, ce sont des actifs de la fiducie. Elle a fait une pause, laissant cela s'imprégner. Quant à vos sacs, j'ai une expertise comptable des relevés de cartes de crédit. Chaque sac à main acheté avec la carte supplémentaire fournie par Madame Thornton reste la propriété du titulaire du compte. C'est-à-dire Madame Thornton. Vous pouvez prendre ce que vous avez payé avec votre propre revenu personnel. Vanessa est restée là, bouche bée. Elle n'avait aucun revenu personnel. Elle n'avait pas travaillé un seul jour au cours des 5 années de son mariage avec mon fils. Elle a réalisé avec horreur que presque tout ce qu'elle touchait, tout ce qu'elle portait, tout ce dont elle se vantait en ligne appartenait à la femme qu'elle avait insultée. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle crié en se jetant vers la porte. Je ne pars pas sans mes Birkin. Tony s'est mis devant la porte. Il ne l'a pas touché. Il a juste occupé l'espace. Il était un objet inamovible. Vous avez 1h55, madame, a dit Tony. Je vous suggère de commencer à faire vos bagages. Nous avons des boîtes pour vous. Il a fait un geste vers l'allée où ces hommes déchargeaient une pile de bacs en plastique transparent bon marché, du genre que l'on utilise pour ranger les décorations de Noël dans un garage humide. J'ai regardé sur l'iPad la réalité s'écraser sur eux comme une avalanche. Ils ne se battaient plus pour leur dignité. Ils se battaient pour leurs sous-vêtements. Ils sont entrés.
Tony les a suivis, un presse-papier à la main. J'ai basculé le flux de la caméra vers l'intérieur. C'était un balai chaotique de désespoir. Derek a couru vers la chambre principale. Il a attrapé une valise et a commencé à y jeter des costumes, sans prendre la peine de les plier. Tony se tenait dans l'embrasure de la porte, impassible. « Laissez les montres », a dit Tony alors que Derek attrapait sa boîte à montres. Quoi, Derek s'est retourné. Celles-ci étaient des cadeaux, achetés avec les fonds de l'entreprise, a lu Tony sur la liste que Catherine avait fournie. Propriété de l'entreprise. Laissez-les. Derek a claqué la boîte. Il a attrapé ses chaussures dans le placard. Pas les Ferragamo, a dit Tony, consultant la liste. Reçu daté du 12 juin, payé par Margaret Thornton. Laissez-les. J'ai regardé mon fils réaliser qu'il ne possédait même pas les chaussures qu'il portait. Il a dû fouiller au fond du placard pour trouver une paire de vieilles baskets qu'il s'était achetées il y a des années. Il avait l'air ridicule dans son pantalon de costume et ses baskets sales. Dans le dressing, Vanessa était en pleine crise de nerfs. Elle essayait de fourrer un manteau de fourrure dans un bac en plastique. Catherine est apparue dans l'embrasure de la porte. Le manteau reste. Vanessa a hurlé. Elle a vraiment hurlé, un son primal de perte qui a probablement effrayé les voisins. Elle a jeté le manteau par terre et l'a piétiné comme une enfant faisant une crise de colère. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Cela sera déduit de tout règlement futur potentiel, a noté calmement Catherine, faisant une marque sur sa tablette. Continuez à emballer. Les 2 heures ont filé. Je suis restée assise dans ma chambre d'hôtel, finissant une cafetière, ressentant une satisfaction plus froide que le bonheur. Je les dépouillais jusqu'à l'os. Je leur enlevais les couches de privilège comme de la peau morte. À la marque de 1h50, Tony a commencé à sortir les bacs. Il n'y en avait pas beaucoup. Quelques bacs de vêtements, des articles de toilette, un ordinateur portable que Derek a réussi à prouver qu'il avait acheté avec une prime d'il y a 3 ans, à l'époque où il recevait encore occasionnellement de vraies primes pour un vrai travail. La maison avait l'air étrangement intacte. Ils y avaient vécu pendant 3 ans, mais sans leur désordre, sans leur bruit, la maison semblait respirer un soupir de soulagement. Elle me revenait. Dehors, le soleil d'hiver commençait à se coucher. Les lampadaires se sont allumés, projetant de longues ombres sur la neige immaculée. J'ai vu du mouvement sur le trottoir. Les voisins. Lake Forest est une petite communauté. Les ragots voyagent plus vite que la lumière. La vue de VUS noirs et d'agents de sécurité avait attiré l'attention. Madame Gable d'à côté promenait son caniche, très lentement, les yeux rivés sur l'allée comme si c'était une émission de télévision. M. Henderson de l'autre côté de la rue faisait semblant de vérifier sa boîte aux lettres, bien que le courrier ait été livré des heures auparavant. Il regardait. Derek est sorti le premier, traînant 2 bacs en plastique. Il avait l'air brisé. Ses cheveux étaient en désordre. Sa cravate avait disparu. Il frissonnait dans sa chemise car son manteau cher avait été jugé propriété de la fiducie. Vanessa a suivi. Elle portait un bac en plastique rempli de cosmétiques et de pantalons de survêtement bon marché. Elle portait une doudoune qu'elle avait trouvée dans l'entrée, l'une des rares choses qu'elle avait réellement achetées en solde. Elle pleurait, le mascara coulant sur son visage en rivière noire. Il se tenait sur l'allée du manoir qu'il dirigeait autrefois, entouré de bacs en plastique transparent qui exposaient leurs maigres possessions au monde entier, comme des articles dans un vide-grenier. Catherine se tenait près du portail, tenant son presse-papier. « Signé ici », dit-elle en montrant un document. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Derek, la voix creuse. « Accusé de réception de l'évacuation des lieux et de la réception des biens personnels. Il confirme également que vous avez rendu toutes les clés et tous les codes d'accès. » Derek a signé. Il ne l'a même pas lu. Il voulait juste que ce soit fini. « Où sommes-nous censés aller » a sangloté Vanessa, sa voix se brisant. « Nos cartes ne fonctionnent pas. Nous n'avons pas d'essence. Nous n'avons nulle part où aller. » Catherine les a regardés. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait leur offrir un bon d'hôtel. Je lui avais donné la latitude de le faire si elle le jugeait nécessaire pour des raisons humanitaires. Mais Catherine était une professionnelle. Elle savait que le fond du gouffre doit être solide avant de pouvoir construire dessus. « Il y a un motel 6 près de l'autoroute » a-t-elle dit, la voix neutre. « Ils acceptent les espèces. »
Je crois que Monsieur Thornton a environ 40 $ dans son portefeuille. Ça devrait couvrir une nuit. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers sa voiture. Tony et son équipe se sont repliés, formant une ligne en travers de l'allée comme des sentinelles. Derek et Vanessa ont regardé le Range Rover. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le prendre. Il était loué par l'entreprise pour laquelle Derek ne travaillait plus. Ils ont regardé la Porsche, également propriété de l'entreprise. Ils ont dû appeler un Uber, mais leurs applications étaient liées aux cartes gelées. J'ai regardé Derek sortir son téléphone et passer un appel. Il appelait un taxi, un vieux taxi jaune. Ils ont attendu sur le trottoir pendant 20 minutes dans le froid glacial, assis sur leur bac en plastique comme des réfugiés. Les voisins regardaient. Les gardes de sécurité regardaient. Je regardais. Quand le taxi est enfin arrivé, le chauffeur a ouvert le coffre. Derek a dû charger les bacs lui-même. Il a lutté avec le poids, glissant sur le trottoir verglacé. Vanessa est montée à l'arrière sans l'aider. Elle a claqué la portière. Derek a fini de charger le coffre. Il est resté là un moment, regardant la maison. Il a regardé la fenêtre de la chambre principale où il avait dormi confortablement pendant des années. Il a regardé la lumière chaude se déversant sur la neige. Il ressemblait à un enfant chassé du jardin d'Éden. Il est monté dans le taxi. Il est parti, ses feux arrière disparaissant dans la pénombre du début de soirée. J'ai posé l'iPad. Mes mains étaient stables. Mon cœur était calme. J'ai pris le menu du service en chambre. J'ai décidé de commander la bisque de homard. Ils étaient partis. La maison était à moi. L'argent était à moi. Mais la leçon était loin d'être terminée. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison. Tony m'a accueilli à la porte d'entrée. L'air à l'intérieur était froid. Ils avaient laissé la porte ouverte quand Derek était descendu en courant à la cave à vin, et il avait fallu des heures au système de chauffage pour compenser. Tout est sécurisé, ai-je demandé. Oui, madame, a dit Tony. Mais il y a quelque chose que vous devez voir au sous-sol. Nous avons traversé la maison silencieuse. Sans la présence de Derek et Vanessa, elle semblait plus grande, en quelque sorte, plus propre, comme un corps qui avait combattu une infection. Nous sommes descendus au sous-sol. Tony m'a conduite devant la cave à vin. Les bouteilles que Derek avait essayé de voler étaient de retour à leur place, parfaitement alignées. Il s'est dirigé vers le mur du fond où une lourde étagère en chêne contenait autrefois des caisses de Bordeaux. L'étagère avait été tirée du mur, laissant de profondes entailles dans le sol en béton. Derrière, il y avait un coffre-fort mural. Ce n'était pas un coffre-fort que j'avais installé. Je connaissais chaque centimètre de cette maison. J'avais examiné les plans moi-même. J'avais supervisé les entrepreneurs. Ce coffre-fort était une installation clandestine, réalisée à la hâte et sans permis. Le plâtre autour des bords était rugueux et non peint. C'était une poche secrète dans une maison qui était censée être transparente. Il était ouvert, a dit Tony. La serrure avait été forcée. Je l'ai ouvert hier en sécurisant les lieux. Il m'a tendu une pile de documents. Ils étaient conservés dans un dossier en plastique bleu, du genre que l'on achète dans une pharmacie pour $1. Je les ai pris, mes mains stables malgré le frisson qui me parcourait l'échine. Je me suis dirigé vers l'établi dans le coin et j'ai allumé la lumière du plafond. J'ai commencé à lire, et à chaque page, la température de la pièce semblait chuter de 10 degrés. Ce n'étaient pas des relevés bancaires. C'étaient des reconnaissances de dettes. Mais elles ne provenaient pas de Chase ou de Wells Fargo. Elles provenaient d'entités aux noms comme Northstar Holdings et Verof Capital. Je connaissais ces noms. Dans le secteur de la construction à Chicago, on entend des choses. On sait quels noms apparaissent sur des contrats légitimes et quels noms apparaissent dans les rapports de police. C'étaient des opérations d'usurier à peine déguisées en capital investissement. J'ai regardé les chiffres. Ils étaient stupéfiants. 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $. Les dates remontaient à 18 mois. Ça a commencé petit, probablement des dettes de jeu ou l'entretien du style de vie quand la location de ma part n'était pas suffisante. Mais ensuite, le montant a grimpé en flèche. J'ai vu des notes faisant référence à des appels de marge sur des plateformes de crypto-monnaies. Derek avait cru au battage médiatique. Il avait misé la ferme sur des pièces numériques qui s'étaient effondrées. Et quand il a perdu, il n'a pas arrêté. Il a doublé la mise.
Il a emprunté pour couvrir les pertes. Puis il a emprunté pour couvrir les intérêts. Le montant total du principal était de 512 000 $. Un demi-million. Mon fils avait flambé un demi-million en monnaie invisible et en mauvais pari. Mais ce n'était pas la partie qui m'a glacé le sang. La partie qui a arrêté mon cœur était la section de la garantie sur le dernier et plus gros document de prêt. Garantie, propriété située au 1422 Lakeshore Drive, Lake Forest, Illinois. Ma maison. La maison détenue dans ma fiducie. J'ai tourné à la page des signatures. C'était là. Margaret Thornton. C'était mon nom, mais ce n'était pas ma main. L'inclinaison était mauvaise. La boucle sur le T était trop serrée. C'était un faux. Un bon, mais un faux néanmoins. Derek avait signé mon nom. Il s'était fait passer pour moi, ou avait prétendu avoir une procuration. Il avait convaincu ces criminels qu'il avait l'autorité de mettre la propriété en garantie. Il leur avait remis l'acte d'une maison qu'il ne possédait pas pour obtenir de l'argent qu'il a immédiatement perdu. J'ai regardé la date du dernier prêt. Il était daté de 3 semaines. C'est pourquoi il était si désespéré à Thanksgiving. C'est pourquoi il a explosé quand je l'ai coupé des vivres. Il ne s'inquiétait pas seulement de payer le dîner. Il ne s'inquiétait pas seulement des virées shopping de Vanessa. Il s'inquiétait de payer le VIG, le paiement d'intérêt hebdomadaire qui gardait ses rotules intacts. Il se noyait, et dans sa panique, il avait décidé de m'utiliser comme bouée de sauvetage. Sans ma permission, à mon insu. Cela change tout, a dit Tony doucement, lisant mon expression. J'ai hoché la tête lentement. C'était pire que du vol. C'était pire que de l'arrogance. Il avait impliqué le crime organisé. Ces gens ne vous poursuivent pas en justice quand vous ne payez pas. Ils n'envoient pas de lettres de recouvrement. Ils envoient des messages. Et comme Derek se cachait actuellement dans une chambre de motel avec son téléphone probablement éteint ou changé, ces messages allaient être livrés à l'adresse sur le contrat. Mon adresse. J'ai rassemblé les papiers et je les ai remis dans le dossier. J'ai ressenti un étrange sentiment de détachement, comme si je me regardais de l'extérieur de mon corps. Mon fils m'avait vendu. Il avait mis une cible sur mon dos pour sauver sa propre peau. Il s'est dit que si les requins venaient pour la maison, je les paierais pour éviter le scandale. Il a parié que ma fierté serait plus forte que mes principes. Il avait tort. Allons-y, Tony, ai-je dit. Nous avons terminé ici. Nous sommes retournés en ville. J'étais dans mon F-150, Tony me suivant dans le VUS. Le ciel d'hiver était sombre et lourd, menaçant de plus de neige. Je n'arrêtais pas de vérifier mon rétroviseur. Je ne cherchais pas seulement le trafic. Je cherchais des poursuivants. Je me suis rendu au Ritz-Carlton. Je me suis arrêté au service de voiturier. L'hôtel était une forteresse de luxe, un endroit où les problèmes de la rue étaient censés être tenus à distance par des portiers en uniforme et d'épaisses portes en verre. Je suis sorti du camion. J'ai remis les clés au voiturier, un jeune homme nommé Eric, qui traitait toujours le vieux Ford avec respect. Madame Thornton, ravi de vous voir, a dit Eric en souriant. Avant que je puisse répondre, une berline noire a dérapé au coin de la rue. Elle n'a pas ralenti. Elle est passée à toute vitesse devant l'entrée, dangereusement près du service de voiturier. La vitre arrière s'est baissée. J'ai vu un éclair de mouvement, un bras s'étendant. Attention, ai-je crié en poussant Eric sur le côté. Un jet de liquide rouge épais a jailli de la voiture. Il a éclaboussé le côté de mon camion blanc, couvrant la portière et l'aile d'un arc cramoisi violent. Il a éclaboussé le trottoir, ressemblant à s'y méprendre à une scène de crime. De la peinture. C'était de la peinture à l'huile rouge. La berline a démarré en trombe, les pneus crissant, disparaissant dans la circulation de Chicago avant même que la sécurité ne puisse réagir. Eric était par terre, tremblant. Je l'ai aidé à se relever. Il n'était pas blessé, mais terrifié. J'ai regardé mon camion. La peinture rouge dégoulinait lentement sur le métal, formant une flaque sur le béton. C'était une marque, un stigmate. C'était un message qui disait « Nous savons où tu es ». Tony était à mes côtés en quelques secondes, sa main planant près de l'arme sous sa veste. « Entrez, Madame Thornton. » Maintenant. Nous sommes entrés dans le hall. Le directeur de l'hôtel se précipitait déjà, désolé et horrifié. Je l'ai écarté d'un geste de la main. « C'est bon.
Faites juste nettoyer le camion et facturez-moi le nettoyage de l'allée. Je suis monté aux pentouses. Mes mains étaient stables, mais mon esprit tournait à plein régime. Il m'avait trouvé. Il savait que je n'étais pas à la maison. Cela signifiait qu'il surveillait. Je suis entré dans la suite. Tony a fait un tour de la pièce, vérifiant les fenêtres. C'est bon, a-t-il dit. Mais madame, nous devons vous déplacer. Cet endroit est compromis. Non, ai-je dit. Je ne fuis pas. C'est ce que fait Derek. Je reste. Je me suis dirigé vers la fenêtre pour fermer les lourds rideaux. Alors que j'attrapais le cordon, une forme sombre a traversé l'air à l'extérieur. Crash. La vitre à double vitrage de la porte du balcon s'est brisée. Un objet lourd a traversé la vitre extérieure, puis la vitre intérieure, envoyant une pluie de verre de sécurité sur le tapis perçant. Le vent froid s'est engouffré instantanément, hurlant à travers la brèche. Tony m'a plaqué au sol, couvrant mon corps du sien. Nous sommes restés là un moment, parmi les éclats, attendant un second tir ou une explosion. Rien ne s'est produit. Juste le vent. C'est bon, a crié Tony dans sa radio. Brèche dans le pentouse. Il m'a aidé à me relever. J'ai brossé le verre de ma robe de chambre. Je me suis approché de l'objet qui avait brisé la fenêtre. C'était une brique de construction rouge standard enveloppée de ruban adhésif. Il y avait un morceau de papier collé dessus. Je l'ai ramassé. La note était courte, écrite au marqueur noir. En lettres capitales. Paye ou saigne. Le fils a signé, mais la mère paie. 24 heures. J'ai fixé la note. La plupart des femmes de 73 ans auraient une crise cardiaque en ce moment. La plupart composeraient le 911, suppliant pour une protection policière, pleurant au téléphone. Mais alors que je regardais la menace grossière, une étrange sensation m'a envahi. Le coin de ma bouche a tressailli. Puis il s'est recourbé vers le haut. Je souriais. Tony m'a regardé, inquiet. Madame Thornton, ça va? Voulez-vous que j'appelle le commissariat? C'est une menace de mort. Non, Tony, ai-je dit, ma voix étonnamment légère. N'appelle pas la police. Pourquoi pas, madame? C'est sérieux. Parce que ceci, j'ai brandi la brique, n'est pas une menace, Tony. C'est un levier. Je me suis dirigé vers le bureau, évitant le verre. J'ai placé la brique à côté du dossier des documents de prêt que nous avions trouvé au sous-sol. Derek pense qu'il se cache. Il pense qu'il peut attendre que ça passe dans un motel pendant que je m'occupe du gâchis qu'il a créé. Il pense que ces animaux vont me faire peur et me pousser à payer sa dette juste pour qu'il s'en aille. Il pense que je vais signer un chèque d'1 demi-million de dollars pour sauver le nom de la famille. Je me suis tourné pour regarder Tony. Mais Derek a oublié qu'il a élevé. Il a oublié qu'avant de porter des tailleurs, je portais des bottes de travail. Il a oublié que j'ai traité avec les syndicats et les mafieux dans les années 70, quand Chicago était une ville très différente. J'ai repris les documents de prêt. Il m'a tendu une arme chargée en pensant que je me tirerais dessus. Mais il a mis la crosse dans ma main. Tony écoutait attentivement maintenant. Ces criminels, ils ne se soucient pas de Derek. Ils veulent leur argent. Et en ce moment, ils pensent que je suis l'obstacle. Mais et si je devenais la solution? Et si, au lieu d'être la victime, je devenais la patronne? J'ai de nouveau regardé les documents. Le faux était la clé. Il prouvait que Derek les avait fraudés, eux aussi. Il prouvait que la garantie ne valait rien. S'il me tuait, il n'obtenait rien. La fiducie se verrouillerait et la maison serait bloquée en succession pendant des années. Il ne verrait jamais un centime. Mais si je passais un accord? Je me suis tourné vers Tony. Prépare la voiture. Pas le camion, la berline blindée. Où allons-nous, madame, a demandé Tony. Nous allons passer un coup de fil. Je dis que je veux que vous trouviez le numéro de ce Verov Capital. Nous allons organiser une réunion avec les usuriers. Mais pourquoi? Parce que, Tony, je vais racheter la dette de mon fils. Je vais devenir la propriétaire de cette reconnaissance de dette. Et quand je le serai, je le posséderai corps et âme. J'ai regardé la fenêtre brisée, le vent faisant voler les rideaux sauvagement. Derek voulait jouer au gangster. Il voulait jouer avec les grands. Eh bien,
Il était sur le point de découvrir que le plus grand gangster de cette famille était assis en bout de table depuis le début. Qu'il jette des briques. J'étais sur le point de jeter tout le bâtiment. La réunion avec Verov Capital n'a pas eu lieu dans une salle de conseil avec des murs en verre et des machines à expresso. Elle s'est déroulée dans l'arrière-boutique d'un centre de distribution de nettoyage à sec dans le quartier industriel au sud de la ville. L'air sentait les produits chimiques et la vapeur chaude. Tony a conduit la berline blindée directement dans la baie de chargement où une porte en acier s'est refermée derrière nous en cliquetant, nous scellant comme dans une tombe. Je suis sorti de la voiture, boutonnant mon manteau contre le froid humide. Je n'étais pas armé. Je n'en avais pas besoin. Tony était derrière moi et il portait assez de puissance de feu pour déclencher une petite guerre. Mais ma véritable arme était dans la poche de ma veste, un jeton numérique pour un virement bancaire sécurisé. Nous avons été escortés par 2 hommes qui semblaient avoir été taillés dans du granit. Ils nous ont conduits dans un petit bureau au néon vacillant. Derrière un bureau en métal était assis un homme qui ne ressemblait pas à un monstre. Il ressemblait à un comptable qui avait cessé de dormir. C'était Vincent Verov. Il était mince, pâle, et portait un costume cher mais mal ajusté, comme s'il l'avait acheté sur le dos de quelqu'un d'autre. « Madame Thornton », dit-il sans se lever. Sa voix était éraillée, comme du papier de verre. « Vous avez des amis audacieux. D'habitude, quand nous jetons une brique, les gens appellent les flics. Vous avez appelé pour un rendez-vous. » Je me suis assise sur la chaise pliante en métal en face de lui. Je ne me suis pas penché en arrière. J'ai gardé ma posture rigide, comme si je négociais un contrat de construction. « Je suis une femme d'affaires, monsieur Verov, dis-je. Et je reconnais un mauvais investissement quand j'en vois un. Vous avez prêté un demi-million de dollars à mon fils sur la base d'une garantie qu'il ne possédait pas. Cela fait de vous une victime de fraude, tout comme moi. » Verov a souri, une expression mince et sans humour qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous ne nous considérons pas comme des victimes. Nous avons des moyens de récupérer nos actifs. La maison est là. Nous la prendrons. » « Non, vous ne le ferez pas, ai-je répondu, ma voix plate comme de la glace. La maison est dans une fiducie. La signature sur vos documents de prêt est un faux. Si vous essayez de saisir, mes avocats vous bloqueront au tribunal pendant 10 ans tout en exposant chaque prêt illégal que vous avez jamais consenti. Vous ne verrez jamais un centime, et vous pourriez voir l'intérieur d'une prison fédérale. Verov a cessé de sourire. Il s'est penché en avant, ses doigts joints sur le bureau. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Pour me menacer? Non, ai-je dit. Je suis ici pour vous offrir une stratégie de sortie. J'ai posé mon téléphone sur le bureau entre nous. Votre prêt à Derek est une créance toxique. Elle est irrécouvrable. Si vous le tuez, vous n'obtenez rien. Si vous me tuez, vous n'obtenez rien. Mais en ce moment, dans cette pièce, vous avez l'opportunité de récupérer 70% de votre principal. De l'argent liquide immédiat. Pas de police, pas de tribunaux, pas de questions. Verov a regardé le téléphone, puis moi. Ses yeux calculaient, mesurant le risque par rapport à la récompense. 70%. C'est une décote. C'est mieux que 0, ai-je dit. Et c'est mieux qu'une enquête fédérale. Je vous vire 350 000 $ tout de suite. En échange, vous me transférez la reconnaissance de dette. Vous me donnez le contrat original, la signature manuscrite, tout. Vous lavez les mains de Derek Thornton. Il devient mon problème. Le silence dans la pièce était lourd, interrompu seulement par le sifflement des presses à vapeur à l'extérieur. Verov faisait le calcul. C'était un prédateur, mais il était pragmatique. Il savait que j'avais raison. Derek était un mauvais payeur sans actif et avec une mère qui venait de le couper des vivres. 350 000, répéta lentement Verov. Virement bancaire immédiat, intraçable par les canaux appropriés. Verov a tambouriné des doigts sur le bureau. 5 secondes, 10 secondes. Puis il a hoché la tête. Fait. La transaction a pris 3 minutes. J'ai autorisé le virement sur mon téléphone. Verov a vérifié son ordinateur portable, regardant les chiffres apparaître sur son compte offshore. Quand il a hoché la tête, l'un de ses gardes a ouvert un classeur et en a sorti une épaisse enveloppe. Il l'a glissée sur le bureau comme si nous concluions une affaire immobilière. Il est tout à vous, a dit Verov. C'est un mauvais joueur,
Madame Thornton. Il court après ses pertes. Vous devriez le savoir. J'ai pris l'enveloppe. Je n'ai pas vérifié le contenu là-bas. Je savais que Veroff ne me tromperait pas sur les papiers. Sa réputation dépendait de la conclusion propre des affaires. Plaisir de faire affaire, ai-je dit en me levant. Nous sommes sortis de l'entrepôt dans la grisaille de l'hiver. Je me suis assise à l'arrière de la voiture, serrant l'enveloppe comme si c'était le Saint Graal. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait la reconnaissance de dette, la preuve des crimes de mon fils. La fausse signature me fixait, une imitation déchiquetée de mon propre nom. Je n'étais plus seulement la mère de Derek. J'étais la détentrice de sa dette. Je possédais le papier qui pouvait l'envoyer en prison pour 20 ans. Je venais d'acheter sa vie pour 350 000 $. Roule, Tony, ai-je dit. Où ça, madame? Au palais de justice. Nous devons déposer une saisie sur ses futurs revenus. Et Tony, trouvez dans quelle chambre de motel ils sont. Je veux leur rendre une visite. Mais avant même que nous puissions atteindre l'autoroute, mon téléphone a sonné. L'écran affichait un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Allô? Maman. C'était Derek. Sa voix était différente. Ce n'était pas le ton arrogant de Thanksgiving. Ce n'était pas le ton paniqué de l'expulsion. C'était maniaque. C'était le son d'un homme qui avait craqué. Derek, ai-je dit calmement, gardant ma voix stable. J'ai des nouvelles pour toi. Je viens d'avoir une réunion avec tes amis de Veroff Capital. Je sais, m'a-t-il interrompu, sa voix aiguë et rapide. Je sais que tu as racheté la dette. Ils m'ont envoyé un texto. Ils ont dit que je te dois de l'argent maintenant. Félicitations, maman. Tu penses avoir gagné. Tu penses m'avoir coincé. Je ne pense pas, Derek. Je sais. Tu as commis un faux. Je détiens la reconnaissance de dette. Rends-toi et nous pourrons discuter des termes. Des termes? Derek a ri, un son déchiqueté et brisé comme du verre qui se brise. Plus de termes. Tu as pris ma maison. Tu as pris mon travail. Tu as pris ma voiture. Tu m'as humilié devant toute la ville. Tu veux jouer dur? Très bien. Jouons. Quelque chose dans sa voix m'a glacé le sang. Derek, arrête ça. Où es-tu? Je ne suis plus au motel, maman. Et je ne suis pas seul. Un frisson m'a parcouru l'échine qui n'avait rien à voir avec l'air de l'hiver. Ma main a agrippé le téléphone si fort que le plastique a craqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande à ton petit-fils. Le sang a quitté mon visage. Ma vision s'est rétrécie. Tout dans la voiture a semblé basculer. Oliver. Mon petit-fils de 10 ans. La seule chose innocente dans toute cette équation pourrie. Mets-le au téléphone, Derek. Maintenant. Il y a eu un bruit de froissement, puis une petite voix terrifiée. Grand-mère? Le son de la voix d'Oliver m'a frappé plus fort que la brique à travers la fenêtre. C'était comme un couteau qui se tordait dans mes entrailles. Oli, ça va? Où es-tu? Je ne sais pas, grand-mère. Sa voix tremblait. Papa est venu me chercher tôt à l'école. Il a dit qu'on partait à l'aventure, mais il conduit très vite et il crie au téléphone. Je veux rentrer à la maison. Écoute-moi, Oli. Tout va bien se passer. Grand-mère va arranger ça. Sois juste courageux. D'accord? D'accord. Il pleurait maintenant. Mais grand-mère, papa dit que tu es la méchante. Il dit que tu as volé notre maison. Il dit que tu veux nous faire du mal. Pourquoi fais-tu ça, grand-mère? La douleur était physique. Une agonie aiguë et tordante dans ma poitrine. Mon fils utilisait mon petit-fils comme bouclier humain. Il empoisonnait l'esprit du garçon, transformant son amour en arme. Oli, je t'aime. Ne crois pas ça. Je t'aime plus que tout. Redonne le téléphone à ton père. Derek l'a repris brusquement. Tu entends ça, maman? Il a peur de toi. Et il devrait, parce que tu es la raison pour laquelle nous fuyons. Qu'est-ce que tu veux, Derek, ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Je veux récupérer ma vie. Mais comme je ne peux pas, je veux un règlement. Un vrai, pas ta charité.
Je veux $1 million en espèces transférées sur un compte offshore que je te fournirai. Tu enlèves ton propre fils, Derek. Ce n'est pas une négociation. C'est un crime fédéral. C'est un litige de garde, a corrigé Derek. Je suis son père. J'ai la garde légale. Je peux l'emmener où je veux. Mais si tu veux le revoir, si tu veux le sauver d'une vie de cavale avec un homme désespéré, tu paieras $1 million. Ou quoi? Ou nous disparaissons pour de bon cette fois. Nous allons au Mexique. Nous allons en Amérique du Sud. Et pendant que nous y serons, je lui dirai chaque jour comment sa grand-mère a détruit sa famille. Je m'assurerai qu'il grandisse en haïssant le son de ton nom. Je l'élèverai pour qu'il soit tout ce que tu méprises. Mon esprit tournait à plein régime. J'ai pensé au visage d'Oliver, à ses yeux brillants, à son rire contagieux, à la façon dont il grimpait sur mes genoux lors des dîners de famille, du gâteau au chocolat étalé sur ses doigts. Tu es malade, Derek. Tu as besoin d'aide. J'ai besoin d'argent, maman. $1 million. Tu as 24 heures. Si je vois des flics, si je vois Tony, si je vois quelqu'un d'autre que toi avec un sac d'argent, Oli et moi disparaissons. Et la prochaine fois que tu le verras, il aura 30 ans et il crachera sur ta tombe. Il a raccroché. Je suis resté assise dans la voiture blindée, le silence résonnant dans mes oreilles. Je me sentais vieille, plus vieille que 73 ans. Je me sentais ancienne. Tony me regardait dans le rétroviseur, son visage pâle. Il en avait entendu assez pour savoir que c'était grave. « Quelle est la marche à suivre, madame ?» a demandé doucement Tony. « Est-ce qu'on appelle le FBI ? Enlèvement à travers les frontières de l'État ?» J'ai levé une main pour l'arrêter. « Si nous appelons le FBI, ils l'encercleront. Derek est instable. Il est maniaque. S'il voit des gyrophares, s'il se sent piégé, il pourrait faire quelque chose de stupide. Il pourrait avoir un accident de voiture. Il pourrait se blesser. Il pourrait blesser Oliver par accident. Je ne pouvais pas risquer ça. Oliver était mon sang. Il était l'avenir. Derek était une cause perdue, mais Oliver était récupérable. Pas de police, ai-je dit. Pas encore. J'ai regardé par la fenêtre. La ville défilait dans un flou de gris et d'acier. J'ai pensé au petit garçon qui s'asseyait sur mes genoux et me demandait comment fonctionnaient les grues. J'ai pensé aux parties de pêche, aux cornets de glace, aux histoires du soir. Mon fils avait pris la seule chose que je ne pouvais pas acheter. Il avait trouvé la faille dans l'armure. Il voulait $1 million. Il pensait que cela résoudrait ses problèmes. Il pensait que cela lui achèterait la liberté. Il ne comprenait pas qu'il venait de signer son propre arrêt de mort. Pas physiquement, je ne tuerai jamais mon fils. Mais légalement, moralement, financièrement, j'allais l'effacer. Mais d'abord, je devais récupérer Oliver. Fais demi-tour, Tony, ai-je dit. Où ça, madame ? À la banque. La succursale principale. J'ai besoin de faire un retrait. Vous allez le payer ? Non, Tony. Je vais le racheter. J'ai de nouveau sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années, un détective privé, un homme spécialisé dans la recherche de personnes qui ne voulaient pas être trouvées. Un homme qui opérait dans les zones grises où la loi hésitait à s'aventurer. Trouve-le, ai-je dit quand il a répondu. Il a mon petit-fils. Trouve-le. N'approche pas, donne-moi juste l'emplacement. J'ai raccroché. Derek pensait que c'était une question d'argent. Il pensait que c'était une transaction. Il avait tort. C'était une mission de sauvetage. Et quand je les trouverais, quand je regarderais mon fils dans les yeux, il allait réaliser qu'il avait fait une erreur bien pire que d'emprunter à des usuriers. Il avait menacé la famille d'une mère. Et pour cela, il n'y a pas de pardon. Il n'y a que le jugement. Trouver un homme qui veut rester caché prend généralement du temps, de l'argent et des erreurs. Mais trouver une femme accro à l'attention est remarquablement facile, même quand elle est en fuite. J'étais assise à l'arrière de la berline blindée, mon téléphone brillant dans la pénombre. À côté de moi, Tony coordonnait avec l'équipe de détectives privés que j'avais sous contrat depuis 20 ans. Il passait au crible les lecteurs de plaques d'immatriculation, vérifiait les bases de données de crédit, localisait les tours de téléphonie cellulaire. C'était la vieille méthode de chasse. C'était lent.
Mais je savais quelque chose sur ma belle-fille que les détectives ignoraient. Vanessa n'existait pas dans le monde réel. Elle existait dans le cloud. Sa valeur personnelle se mesurait en « j'aime », en vue et en l'envie des étrangers. Même maintenant, cachée dans un motel avec un enfant enlevé et un mari maniaque, elle ne pouvait pas couper cette bouée de sauvetage. Elle avait besoin d'être vue. Elle avait besoin de jouer sa victimisation. J'ai ouvert mon compte Instagram de couverture, un profil vide que j'avais créé des mois auparavant, uniquement pour surveiller les habitudes de dépenses qu'elle diffusait au monde entier. Je suis allé sur le profil d'une femme nommée Courtney. Courtney était la meilleure amie de Vanessa, sa demoiselle d'honneur et sa confidente. C'était aussi une femme à qui j'avais viré 10 000 $ une heure plus tôt. Courtney n'avait aucune loyauté envers Vanessa. Leur amitié était un sport de compétition basé sur qui avait le plus beau sac à main ou le mari le plus riche. Quand je l'ai appelé et lui ai proposé de lui acheter un nouveau bracelet Cartier en échange d'un accès à la liste des amis proches de Vanessa pour ses stories, elle n'a pas hésité. Elle a tout enregistré et me l'a envoyé en quelques minutes. J'ai tapé sur le fichier vidéo. C'était une vidéo verticale, tremblante et mal éclairée. Vanessa chuchotait à la caméra. Son visage était blafard et strié de larmes, sa peau paraissant cireuse alors qu'elle pleurait d'être sans abri. « Les amis, s'il vous plaît, priez pour nous », a-t-elle murmuré, la voix brisée. Nous sommes en sécurité pour l'instant, mais sa mère est un monstre. Elle a tout pris. Nous nous cachons dans cet endroit dégoûtant, essayant juste de survivre. Nous ne savons pas quoi faire. Derrière elle, dans l'arrière-plan flou de la vidéo, j'ai vu un motif distinct sur le papier peint, des voiliers jaunes délavés sur un fond bleu qui s'écaillait. C'était spécifique, c'était laid, et c'était identifiable. Mais c'est le son en arrière-plan qui m'a donné les coordonnées exactes. À travers les murs fins de la chambre, je pouvais entendre l'annonce distincte du système de sonorisation d'une gare. Prochain arrêt, Waukegan. J'ai regardé Tony. Ils sont à Waukegan, près de la station de métro. Cherche un motel avec du papier peint nautique. Tony a tapé furieusement sur son ordinateur portable. 2 minutes plus tard, il a tourné l'écran vers moi. The Harbor Inn, a-t-il dit. Une étoile, à 3 pâtés de maison de la gare. Les avis en ligne mentionnent l'odeur de moisi et le papier peint à voilier. Je les ai. Nous sommes partis. Le trajet jusqu'à Waukegan a duré 40 minutes. 40 minutes à imaginer mon petit-fils dans cette chambre. 40 minutes à me demander si Derek avait une arme. 40 minutes à me préparer à passer un marché avec une femme qui avait vendu son âme pour des « j'aime ». Nous avons garé la berline blindée à un pâté de maison du motel. C'était un bâtiment en forme de U avec de la peinture qui s'écaillait et un parking rempli de voitures rouillées. L'air sentait les gaz d'échappement et le désespoir. J'ai vu la voiture de location volée que Derek conduisait, garée de travers devant la chambre 12. Les rideaux étaient tirés, mais la lumière filtrait par les bords. Tony a attrapé la poignée de la portière. « On y va fort, madame », a-t-il dit. On défonce la porte, on sécurise l'enfant, on maîtrise le père. Non, ai-je dit. Si nous défonçons la porte, Derek pourrait paniquer. S'il tient Oliver, il pourrait l'utiliser comme bouclier, ou pire, il pourrait essayer de le blesser pour me blesser. Nous devons les séparer. Nous devons ouvrir cette porte de l'intérieur. J'ai de nouveau sorti mon téléphone. J'ai ouvert le dossier que je gardais pour les jours de pluie. La phase 2 de mon enquête avait révélé plus que de simples crimes financiers. Robert Sanchez, mon détective privé, avait suivi Vanessa à la salle de sport pendant des semaines. Il avait pris des photos d'elle et de son entraîneur personnel, un homme nommé Chad, qui semblait avoir été sculpté dans de la poudre de protéines et de mauvaises décisions. Les photos étaient explicites. Elles étaient indéniables. Elles avaient été prises dans sa voiture sur le parking de la salle de sport pendant que Derek était au travail, prétendant être directeur. J'ai composé un texto à Vanessa. J'ai joint les 3 photos les plus compromettantes. Puis j'ai écrit l'offre. Bonjour, Vanessa. Je sais que vous êtes dans la chambre 12. Je sais pour Chad. Je sais tout. En ce moment, vous avez 2 choix. Choix, vous restez dans cette chambre avec un mari fauché qui est sur le point d'aller en prison pour enlèvement et fraude. Quand la police arrivera, vous serez arrêté comme complice. Vous irez en prison sans rien. Choix B, vous ouvrez la porte maintenant. Vous m'envoyez Oliver. En échange,
je vous donne une enveloppe avec 50 000 $ en espèces. Vous partez. Vous disparaissez. Je ne publierai jamais ces photos et je ne porterai jamais plainte contre vous. Vous avez 2 minutes. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé la fenêtre de la chambre 12. 1 minute s'est écoulée. Rien ne s'est passé. Le vent soufflait des déchets sur le parking. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Était-elle loyale? Avait-elle peur? Aimait-elle son fils plus que l'argent? 1 minute et 30 secondes. Le rideau a bougé, juste un peu. Un œil a regardé, scrutant le parking. Elle vérifiait si la police était là. Elle n'a vu que la forme sombre de ma berline au bout de la rue. 1 minute et 45 secondes. Mon téléphone a vibré. L'argent d'abord. J'ai répondu, au lit d'abord. 10 secondes plus tard, la porte s'est entr'ouverte. J'ai fait signe à Tony. Il est sorti de la voiture, se déplaçant silencieusement dans l'ombre près de la chambre. Il tenait une épaisse enveloppe manie dans une main. La porte s'est ouverte plus largement. Vanessa est sortie. Elle frissonnait, portant un sweat à capuche baissée sur son visage. Elle a regardé autour d'elle nerveusement. Elle n'a pas regardé en arrière dans la chambre. Elle ne semblait pas inquiète pour son mari. Elle a poussé Oliver par la porte. Mon petit-fils avait l'air petit. Il portait son uniforme scolaire, froissé et sale. Il serrait un sac à dos. Ses yeux étaient grands et rouges d'avoir pleuré. « Vas-y, Oli » a murmuré Vanessa en le poussant vers le parking. « Va à la voiture noire. » Oliver a hésité. Il a regardé sa mère. « Maman, tu viens ?»« Vas-y » a-t-elle sifflé. « Vas-y, c'est tout. » Oliver a couru. Il a couru vers ma voiture, ses petites jambes pompant contre le pavé froid. Tony l'a intercepté à mi-chemin, le protégeant de son corps, le guidant vers la banquette arrière de la berline. Dès qu'Oliver a été en sécurité à l'intérieur de la voiture, Tony s'est retourné vers Vanessa. Il a jeté l'enveloppe. Elle a atterri à ses pieds. Elle s'est précipitée pour la ramasser, l'ouvrant en deux, comptant les liasses de billets de 100 $ avec des mains tremblantes. Elle n'a pas regardé son fils. Elle n'a pas regardé la chambre où gisait son mari. Elle n'a regardé que l'argent. Elle a fourré l'enveloppe dans son sweat, a remonté la fermeture éclair et a couru. Elle a couru vers la gare, disparaissant dans la nuit sans un regard en arrière. Elle avait vendu sa famille pour 50 000 $, et elle pensait avoir fait une bonne affaire. Je me suis tourné vers Oliver. Il tremblait sur la banquette arrière, son petit corps secoué par la peur et le froid. Je l'ai serré dans mes bras. Il sentait le savon de motel et la peur. « Grand-mère » a-t-il sangloté en enfouissant son visage dans mon manteau. « Je veux rentrer à la maison. »« Tu rentres à la maison, Oli » ai-je murmuré en lui caressant les cheveux. « Tu es en sécurité maintenant. Grand-mère est là. » J'ai levé les yeux vers Tony. « Emmène-le au refuge » ai-je dit. « Mets-le au chaud. Donne-lui à manger. Appelle Catherine. Dis-lui que nous avons le garçon. »« Et vous, madame » a demandé Tony. J'ai regardé la chambre 12. La porte était encore légèrement entr'ouverte. J'ai une dernière affaire à régler. Mais madame. C'est un ordre, Tony. Va-t'en. Tony a hésité, puis a hoché la tête. Il s'est mis au volant et a emmené Oliver dans la nuit, vers la sécurité et la chaleur. Je suis resté seul sur le parking. Je me suis dirigé vers la chambre 12. Mes pas étaient lourds sur l'asphalte, résonnant dans le silence froid. J'ai poussé la porte. La pièce sentait le whisky et le désespoir. C'était un petit espace encombré d'emballages de restauration rapide et de bouteilles vides. La télévision était allumée, en sourdine, projetant une lumière bleue vacillante sur l'épave. Derek était allongé sur le lit. Il était entièrement habillé, portant toujours le costume dans lequel il avait été licencié. Il était évanoui, face contre terre, un bras pendant du matelas, ses doigts effleurant la moquette. Une bouteille de scotch bon marché vide gisait par terre à côté de lui. Il s'était saoulé jusqu'à l'inconscience pour échapper à la réalité de ce qu'il avait fait. Il avait enlevé son fils, menacé sa mère, puis s'était évanoui, laissant la porte déverrouillée et sa famille sans protection. Il était pathétique. Je me suis approché du lit. Je l'ai regardé. C'était mon héritage.
C'était l'homme que j'avais élevé. Un homme qui s'effondrait au premier signe d'adversité. Un homme qui avait besoin qu'une femme le trahisse pour le sauver de lui-même. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais rien. Le cordon était coupé. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai sorti le document que j'avais acheté à Verhoff, la reconnaissance de dette. Je l'ai plié soigneusement. J'ai mis la main dans mon autre poche et j'ai sorti un petit tube de superglue que j'avais acheté dans une station-service en chemin. J'ai mis une noisette de colle au dos du document. Je me suis penché. J'ai écarté les cheveux du front de Derek. Il a gémi mais ne s'est pas réveillé. J'ai pressé le papier sur son front, en plein milieu. Il a collé. C'était l'avis de cession de créances, le document légal indiquant que Margaret Thornton était désormais la seule détentrice de ses dettes. J'ai reculé. Il ressemblait à un cadavre étiqueté à la morgue. J'ai pris un morceau de papier à en-tête de l'hôtel sur le bureau et un stylo. J'ai écrit une courte note. Ta femme a pris 50 000 $ pour te quitter. Ton fils est en sécurité avec moi. La police est au courant de l'enlèvement, mais je leur ai dit que je l'avais récupéré. Tu n'es pas inculpé ce soir parce que je ne veux pas qu'Oliver voie son père menotter aux informations. Mais cette dette est réelle, et je la recouvrerai. Tu n'as plus rien, Derek. Pas de femme, pas de fils, pas de maison, pas de travail, et maintenant pas de mère. J'ai placé la note sur l'oreiller à côté de sa tête. J'ai regardé la pièce une dernière fois. J'ai vu son téléphone sur la table de chevet. Je l'ai pris. Je l'ai laissé tomber dans la cuvette des toilettes. Il se réveillerait seul. Il se réveillerait fauché. Il se réveillerait avec un morceau de papier collé sur le visage, lui disant qu'il était possédé. Je suis sorti de la chambre et j'ai fermé la porte. Le loquet a cliqué. Je suis resté dans le froid, attendant le retour de Tony. Le vent me mordait le visage, mais je ne le sentais pas. Je me sentais plus légère. J'avais perdu un fils, mais j'avais sauvé un petit-fils. Et alors que je regardais l'enseigne au néon du motel vaciller et bourdonner, je savais que le vrai travail ne faisait que commencer. Je devais élever Oliver. Je devais réparer les dégâts. Je devais lui apprendre ce que signifiait être un homme pour qu'il ne finisse jamais dans une chambre comme celle-ci avec un prix sur sa tête. Le VUS noir a tourné au coin, les phares fendant l'obscurité. J'ai boutonné mon manteau. Il était temps de rentrer à la maison. 1 an plus tard, les saisons avaient fait un cycle complet. L'été à Lake Forest était vert et vibrant, un contraste frappant avec l'hiver gris de notre mécontentement. J'étais dans le jardin, portant un vieux pantalon en toile et un t-shirt. J'étais agenouillé dans la terre, tenant une latte de bois en place. À côté de moi, Oliver tenait un marteau. Il avait 11 ans maintenant, plus grand, plus fort. Son visage avait perdu le pli d'anxiété qui le définissait autrefois. Il avait l'air en bonne santé. Il avait l'air heureux. D'accord, Oli, ai-je dit. Enfonce-le, droit et ferme. Oliver s'est concentré. Il s'est mordu la lèvre en se concentrant. Il a balancé le marteau. Bang. Le clou est entré droit. Il a balancé à nouveau. Bang. À ras du bois. Bon travail, ai-je dit. Cette clôture ne va nulle part. Oliver a rayonné. Il a essuyé la sueur de son front, laissant une traînée de terre. Merci, grand-mère. C'est un travail difficile. C'est un bon travail, les jeux corrigés. C'est un travail honnête. Tu construis quelque chose avec tes mains et ça reste construit. Personne ne peut te l'enlever. Il a hoché la tête, comprenant. Nous avions passé l'année dernière à reconstruire non seulement la maison, mais aussi sa vie. Il allait dans une école locale. Il s'est fait des amis qu'il aimait pour qui il était, pas pour ce qu'il possédait. Nous cuisinions ensemble. Nous réparions des choses. Nous parlions. Il posait parfois des questions sur son père. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que son père était parti pour apprendre à travailler. Je lui ai dit que son père était malade d'une maladie appelée cupidité et qu'il avait besoin de beaucoup de temps pour guérir. Oliver a accepté cela. Il semblait soulagé d'être sorti du chaos. Nous nous sommes levés et avons admiré la clôture. Elle était droite. Elle était solide. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon et je l'ai sorti. C'était un message texte.
Le numéro était inconnu. L'indicatif régional était de l'Alaska. J'ai fixé l'écran. Mon cœur a fait un battement lent et lourd dans ma poitrine. J'ai ouvert le message. Il y avait une photo. Une main. Une main calleuse, sale, marquée de graisse sous les ongles. Une main qui ressemblait à la mienne il y a 40 ans. La main tenait une liasse de billets, $500 en billets de 10 et 20. En dessous de la photo, il y avait un texte. Paiement 1 sur 1000 envoyé sur votre compte via Western Union. C'est le premier argent que j'ai jamais gagné avec mes mains. Il m'a fallu 2 semaines d'heures supplémentaires sur la plateforme. J'ai mal au dos. Mes mains saignent. Je dors dans un conteneur, mais je dors. J'envoie ça non pas parce que je dois, mais parce que je veux. Je sais que j'ai un long chemin à parcourir, mais je commence. Je suis désolé, maman, pour tout. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé la main sale sur la photo. Elle ne ressemblait pas à la main douce et manucurée du directeur des ventes. Elle ressemblait à une main d'homme. J'ai regardé Oliver, qui rassemblait les outils. C'est qui, grand-mère, a demandé Oliver en me voyant fixer le téléphone. J'ai hésité. J'ai relu le message. $500. C'était une goutte d'eau dans l'océan d'un demi-million. Mais c'était les $500 les plus lourds que j'ai jamais vus. C'était du poids. C'était de la substance. Mon fils avait survécu à l'hiver. Il avait survécu au labeur. Il n'avait pas fui. Il n'avait pas supplié. Il avait travaillé. C'est juste un ami, Oli, ai-je dit en souriant. Un ami qui apprend enfin à construire une clôture. J'ai remis le téléphone dans ma poche, sentant la vibration du message s'estomper, mais la chaleur restait. Mon fils avait raison à cette table il y a 1 an. Si l'ancienne Margaret Thornton, la facilitatrice, le chéquier, le fantôme, avait disparu, elle n'aurait manqué à personne. Elle était inutile. Mais cette femme était morte. Elle est morte la nuit où je suis sorti dans la neige. La femme qui restait, la femme debout dans le jardin avec de la terre sur les genoux et un petit-fils qu'il aimait, cette femme était essentielle. J'ai pris la boîte à outils. Viens, Oli, ai-je dit. Rentrons. Je pense que nous avons bien mérité une glace. Nous nous sommes dirigés vers la maison. Le soleil brillait. La maison était solide. La dette était en train d'être payée. J'avais disparu pour les sauver. Et dans le silence de mon absence, mon fils avait enfin trouvé sa voie. C'était un bon échange. Voici la leçon que j'ai tirée des cendres de mon ancienne vie. J'ai passé 40 ans à penser que subvenir aux besoins de ma famille signifiait les protéger de la lutte. Mais j'avais tort. En protégeant mon fils du poids du monde, je l'ai handicapé. Le véritable amour ne consiste pas à être un filet de sécurité. Il consiste à apprendre à vos enfants à voler, même si cela signifie les laisser tomber d'abord. En disparaissant, j'ai forcé les vrais hommes de ma famille à enfin apparaître. Un héritage n'est pas ce que vous laissez à quelqu'un. C'est ce que vous laissez en eux.